Je vous le disais tantôt, dès ce lundi 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total, c'est 171 BRTC qui seront donc ouverts au public de 8h30 à 16h30 pour recevoir les candidats et candidats des partis politiques et indépendants, les partis ainsi que les regroupements politiques ou encore leurs mandataires désireux de participer à l'élection des députés nationaux. Lors de la cérémonie de lancement, Denis Kadima est revenu sur les contraintes qui pourraient contraindre justement ou même empêcher la tenue des élections dans les délais constitutionnels. 20 décembre 2023, la date est fatidique. Denis Kadima et toute son équipe veulent tenir leur promesse, celle d'envoyer les Congolais aux urnes pour élire leurs futurs dirigeants. Le calendrier électoral s'exécute peu à peu dans son chronogramme. La présidentielle, les députations nationales et provinciales, mais également l'élection des conseillers communaux sont prévues en cette même date. Audit du fichier électoral, identification et enrôlement des électeurs et autres, tout semble avancer, du moins dans l'exécution du calendrier. Il est aisé d'observer que le processus électoral devant conduire au scrutin de décembre 2023 est à une phase cruciale et en réalité dans la dernière ligne droite pour l'organisation effective des échéances électorales, aussi bien dans le respect des principes démocratiques que dans le respect des délais constitutionnels. Avec un fichier électoral dont la fiabilité a été confirmée par des audits internes et externes et qui a servi de base pour la répartition des sièges aussi bien au niveau national, provincial que communal, actuellement adopté par les deux chambres du Parlement avant la promulgation de la loi y afférente par le président de la République et chef de l'État, l'opération de réception et de traitement des candidatures va donner la possibilité aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques de soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. À l'heure actuelle, le dépôt des candidatures vient de débuter, une phase importante pour le processus. Les différents candidats doivent répondre aux critères d'éligibilité, être de nationalité congolaise, être âgé de 25 ans révolu à la date de clôture du dépôt des candidatures, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, avoir la qualité d'électeur, se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Aussi, être détenteur d'un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Des candidats qui se prévalent tous porter la voix du peuple. Mais avec quel profil? Le meilleur profil, c'est celui qui vous parle projet. Le meilleur profil, c'est celui qui vous dit comment vous allez sortir de la pauvreté. Tout le monde le dit. En tout cas, lorsque je serai au pouvoir, je vais vous construire les routes. C'est faux, c'est cela même la démagogie. Parce qu'un député national, un député provincial ne construit pas la route. Il doit plutôt dire que lorsque je serai au pouvoir, et d'ailleurs vous devez faire cet effort-là, de voter en majorité notre parti, nous allons produire un gouverneur qui va nommer un ministre des Infrastructures. Comme ça, tout ce que vous avez comme doléances, nous allons les faire arriver à qui de droit. Ces derniers vont pouvoir s'exécuter. Au vu du très grand nombre des prétendants, la CENI aura certainement du mal à concevoir les bulletins de vote. Mais pourquoi cette frénésie électorale? Ou plutôt, pourquoi tout le monde veut faire partie de la classe politique? Les motivations des uns et des autres sont diverses. Tous les ambitieux, de plus en plus jeunes, se bousculent pour être candidats aux prochaines élections. Ils aspirent tous à des postes. Il y a des Congolais qui portent des bons projets, mais qui n'ont pas nécessairement le niveau d'études requis ou l'expérience nécessaire, ou aussi les moyens financiers, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une obligation de pouvoir payer une caution, d'avoir des moyens pour battre campagne, mais alors que les idées ne sont pas nécessairement portées par de l'argent. Donc, il y a des personnes comme ça qu'il faudrait bien regarder et pouvoir arriver à donner des voix, par exemple. Si les jeunes tentent de plus en plus se lancer en politique, les femmes ne sont pas en reste. Elles constituent 52% de la population congolaise. Cependant, leur participation à la vie politique du pays demeure moins importante. Cette année, pour le 3e processus électoral de la RDC, des organisations de la société civile et autres partenaires se sont mobilisées pour accroître le taux de participation des femmes, à la fois en tant que candidates et électrices. Pour les échéances électorales de 2023, on a beaucoup de femmes. Il y a aussi, surtout au niveau provincial et local, le municipal.
Et on a beaucoup de femmes qui se sont exprimées. On attend au moment opportun. Il y a des potentiels candidats où le parti devra pas choisir, mais identifier sur base des critères établis. Les personnes vivant avec handicap jouissent de tous les droits civiques et politiques selon l'article 12 de la Constitution. Parmi ces droits civiques, le droit de vote. Mais certaines personnes vivant avec handicap ont du mal à jouir de ce droit parce qu'elles considèrent leur handicap comme un obstacle. Cependant, les organisations congolaises œuvrant pour la défense, la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap les sensibilisent au vote, en dépit des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Certains d'entre eux ont décidé de faire leur entrée au Parlement pour mieux faire entendre leur voix. Maintenant 20 ans que je suis dans la lutte contre la drépanocytose. Alors ils ont dit ceci, pour que votre combat soit optimisé, pour optimiser votre combat, il serait mieux d'aller au Parlement pour proposer des lois qui vont protéger les drépanocytaires et proposer des lois qui vont prévenir la drépanocytose. Voilà un peu ma motivation. Ce sont les drépanocytaires eux-mêmes et leurs parents qui m'ont fait cette demande. Alors voilà, je pouvais que me plier et accepter leur demande. Pour la première fois, les Congolais vivant à l'étranger vont voter. Il s'agit de ceux vivant en France, en Belgique, aux USA, en Afrique du Sud et au Canada. Leur participation était déjà prévue par la loi électorale, mais elle n'avait pas été organisée pour des raisons logistiques lors des précédents scrutins. C'est la première fois que la diaspora a pu participer à l'enrôlement, mais on s'est ouvert qu'aux Congolais de Belgique et de France. Donc imaginez-vous la frustration pour ceux qui vivent en Allemagne, vivent en Hollande, aux Pays-Bas, au Luxembourg et dans tous les pays frontaliers. Et voilà, on aurait voulu participer encore plus et surtout s'ouvrir justement aux Congolais qui sont devenus, qui ont pris une identité double nationalité, mais qui peuvent prouver et démontrer qu'ils sont des Congolais de sang. Comme à chaque élection, l'on devrait s'attendre à un grand nombre de candidats. Mais alors, comment expliquer cela ? La politique est devenue peut-être le seul moyen de se faire entendre dans un pays où la démocratie est encore fragile. C'est devenu peut-être la seule voie pour s'enrichir dans un pays où la pauvreté touche quasiment toute la population. Cette dernière hypothèse est plus que plausible. Un député national, c'est environ 21 000 $ par mois en RDC. La politique reste donc le raccourci vers l'enrichissement. Pour certains, plus besoin d'entreprendre, plus besoin de se débrouiller autrement. Voilà qui explique également la pléthore des partis politiques. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur datant de 2018, la RDC comptait 600 formations politiques et près d'une centaine de regroupements. Aujourd'hui, avec l'Union sacrée, la situation a empiré en termes de création de partis politiques. Mais pour quelle vision et quel projet de société, difficile de le dire. Alors, Christian Emango, est-ce que justement le lancement de l'ouverture déjà dès ce lundi des bureaux de traitement des candidatures est un signal un peu plus fort pour l'organisation des élections? Signal fort, je dirais pas tout à fait, parce que c'est un processus dont nous savons que nous sommes en train de mettre la charrue avant le bœuf. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui va se passer demain, nous avons l'impression que ce sera, nous allons labourer dans la mer, ça ne pourra pas produire des résultats escomptés, c'est du cinéma, justement parce que le président Denis Kadima, à qui nous avons adressé plusieurs observations pour lui indiquer que le processus électoral actuellement n'était pas fiable, ne pouvait pas donner des résultats, mais qu'on a préféré faire la sourde oreille. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Il vient de tendre la main. Rattrapés, évidemment, parce que nous avons dit au président Denis Kadima que pour n'avoir pas enrôlé Massissi, Rutshuru et Kwamout, on ne peut pas se baser sur les statistiques de 2018 et faire du copier-coller pour automatiquement donner des sièges à ces territoires-là qui sont quasiment des... Est-ce qu'ils ne sont pas quand même minimisables au regard justement de l'ensemble? Évidemment, on va le constater. Et moi, j'ai pris l'engagement, j'attends que toutes les procédures, tout le formalisme soit prêt pour attaquer la loi sur la répartition des sièges en inconstitutionnalité devant
la Cour constitutionnelle, le tribunal compétent à ce sujet, à cette matière-là, justement parce que nous avons estimé que avec le caractère exponentiel qu'il y a eu presque partout dans les circonscriptions électorales, il y en aura sans nul doute pour ce qui sera aussi de ces 3 territoires-là. Et la conséquence, c'est qu'on les aura donné moins de sièges que ce qui doit leur revenir normalement. Et au nom du principe de l'égalité de tous devant la loi, il va falloir assez qu'on puisse refaire les calculs et ce n'est pas ce que la CENI nous a donné. Il n'y a pas que ça comme problème. Nous avons mis la charrue avant le bœuf parce que nous avons demandé à ce qu'on puisse nous présenter les cartographies, tant des bureaux de vote. Lorsque vous avez fait votre introduction ici, vous avez dit les nombres de centres qui vont recevoir les candidatures. 171, oui. Mais lorsque nous avons demandé qu'on puisse nous présenter les cartographies des bureaux d'inscription et d'enrôlement des électeurs, la CENI n'a jamais voulu présenter cela et ça a quand même dégagé quelques indices de fraude électorale. Mais est-ce que c'est les mêmes griefs, le président Denis Kadima l'a dit, hein, il tend la main et dans les prochains jours, une rencontre avec l'opposition. Est-ce que ce sont les mêmes griefs que les opposants vont ramener sur la table, justement? Le premier des griefs, c'est d'abord la composition de la CENI. Et est-ce que le débat n'est pas déjà révolu? Le bureau est déjà en place. Je viens du meeting de l'opposition qui s'est tenu à Sainte-Thérèse aujourd'hui. J'ai salué la position du président Martin Fayoulou. Mais moi, j'estime que le président Denis Kadima est la personne mal placée à tendre la main à l'opposition ou aux leaders politiques pour qu'il y ait des discussions, parce que lui-même d'abord est source de contestation. Est-ce que le débat n'est pas révolu? Non, le débat n'est pas révolu parce que si nous devons faire confiance à la CENI, c'est d'abord les acteurs. Et le premier des acteurs, c'est d'abord son président, dont l'accès à ces fonctions a été grandement contesté. Je ne sais pas quelle réponse il va nous réserver à ce sujet-là. Est-ce qu'il va être le plus transparent possible? Est-ce qu'il va décider de démissionner? Mais il n'y a pas que le président de la CENI, c'est toute sa composition dans son ensemble. Là, déjà, se pose le premier problème de la confiance même que nous avons sur les acteurs, les animateurs de la CENI. Et donc, la question n'est pas révolue. Moi, notez la date d'aujourd'hui, vous verrez que lorsque les leaders politiques vont rencontrer les présidents de la CENI, tout partira de là. Quand on parle des leaders politiques, on n'est pas seulement en train de voir les 4 leaders de l'opposition. Le FCC qui estimait qu'il avait sa majorité, oui. Évidemment, et il ne faut pas oublier que c'est aussi un autre camp politique, qui estimait qu'il avait sa majorité. Un arrêt qu'on nous a pondu par la Cour constitutionnelle pour dire que le mandat du député, lorsqu'on dit que ce n'est pas impératif, c'est-à-dire que vous pouvez changer de camp comme vous voulez, c'est un arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous estimons que ça a été quand même pas du tout juste parce que vous ne pouvez pas vous inscrire sur la liste d'un parti politique et dire le lendemain que je peux changer de camp comme je veux parce que c'est le mandat du peuple. Alors que pour que vous soyez élu, il eût fallu que tous les partis politiques puissent réunir le seuil. Donc c'est contradictoire. À partir de cet instant-là, moi je crois que c'est aussi une autre frange de l'opposition qui viendra avec ces réclamations et, à ce que je sache, ne reconnaît pas l'équipe de la CENI qui dirige actuellement, dont la question n'est pas révolue. Il va falloir qu'on puisse donner des réponses efficientes à ce problème. Pour pouvoir avancer. Alors, de 2018 à 2023, on est passé de 600 partis politiques à 900. Qu'est-ce qui explique justement cette pléthore, cette augmentation? Ce qui explique ça, c'est d'abord les faiblesses de notre ministère de l'Intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques dont on a transmis à la CENI, nombreux ne fonctionnent plus. Nombreux n'existent plus. Vous ne trouvez le siège de ces partis politiques-là nulle part. Il n'y a aucun monitoring qui s'est fait au niveau du ministère de l'Intérieur pour contraindre les partis politiques mallettes qui ne fonctionnent plus à ne plus toujours se retrouver sur les listes du ministère de l'Intérieur. Effectif, il y en a également? Et autre chose aussi, quand vous regardez dans les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur, il y a même des listes, je dirais,
des équipes dirigeantes de certains partis politiques qui ils ont déjà changé. De camp. Il y a déjà... Non, non, pas de camp. Ça veut dire qu'on n'a pas actualisé. En 2018, par exemple, ou quelques années après, je vous donne l'exemple, je pense que ce sont des erreurs qui se sont glissées. J'ai constaté cela avec deux partis en particulier. Le parti de Matata Ponyo, Leadership et Gouvernance, LGD, oui. c'est en fait, la première équipe dirigeante du parti a été reprise dans les listes définitives alors qu'ils ont déjà modifié. La même chose pour un autre parti, La République en avant. Et c'est comme ça les cas avec beaucoup des partis. Dans notre profession, nous avons été consultés par beaucoup de partis comme ça, qu'il n'y a pas une actualisation des listes qui sont transmises au niveau de la CENI. C'est une source qui va faire germer des conflits, des contentieux des listes, des contentieux électoraux, et ça, il faut organiser ça. D'abord, c'est un problème qui se trouve au niveau du ministère de l'Intérieur, mais aussi, aujourd'hui, créer un parti politique, votre reportage vient d'être lucide là-dessus, créer un parti politique, se lancer en politique, on ne vient plus par vocation, on ne vient plus parce que le vœu, c'est de pouvoir développer la nation, mais on vient parce que c'est devenu l'activité la plus rentable dans ce pays. Il suffit d'être député national, ministre, conseiller du président de la République pour être les mieux rémunérés du pays, ce qui est bien dommage. Alors, une dernière question sur ce dossier. On l'a dit dans ce reportage. Quel profil finalement? On a comme l'impression que hommes, femmes, même personnes avec handicap, on s'attend peut-être à des milliers de candidatures. Quel serait selon vous le profil sur lequel les Congolais devraient se baser pour élire? Nous l'avions dit à plusieurs reprises, et ce, sur plusieurs plateaux de télévision. Le meilleur profil, c'est le candidat qui vient avec le projet. Il y en a, la population congolaise va expérimenter ça d'ici quelques mois. Il y en a de ceux qui viendront, ne diront rien, mais ne feront que distribuer l'argent, les bassins, les pagnes, juste des choses pareilles. Mais le meilleur profil, c'est le candidat qui vient vous parler de son projet. Quelqu'un qui est candidat député provincial doit maîtriser d'abord la situation de sa province, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des routes, est-ce qu'on peut évaluer ça en termes de kilomètres, qu'est-ce qu'il vous dira pour vous assurer que ces routes-là seront bitumées. Il doit vous dire est-ce que le logement dans sa province il est quand même garanti, qui sont encore sans logement, qui ont des logements, est-ce qu'il y a des statistiques, est-ce qu'il a fait ce travail? Et pourtant, les cadeaux priment sur les projets de société. Malheureusement, chez les électeurs. On préfère tromper la population avec ces petits cadeaux-là, mais personne ne fait des vrais travaux de monitoring pour savoir ce qu'est le vrai besoin de la population. Malheureusement, le candidat se présente, dépense son argent, mais pour lui, ce n'est qu'un investissement. Une faiblesse pour la population? Effectivement, c'est une faiblesse pour la population, mais moi, j'en appelle à la maturation de cette population-là, de savoir qu'elle a été trompée déjà à 3 reprises. Cette fois, il faut dire non. Cette fois, il faut empêcher que, si on vient vous donner ces petits cadeaux-là, prenez-les, ce sont des présents, mettez ça en poche, bénéficiez de ça, mais au moment du vote, comprenez d'abord, c'est lui, voter utile, c'est lui qui vient vous parler des projets qu'il a sur la circonscription, et c'est cela qui va être l'élément déclencheur du développement que vous attendez le lendemain. Très bien, allez, nous passons au second dossier.